Salut à vous, nous sommes au Festival de Cannes 2020. Je suis Mathieu de Ludovox.fr et je suis avec Mike, le grand architecte de Cocktail Games. Salut Mike. Hello. Tu vas nous présenter Top 10. Top 10, c'est la nouveauté de Cocktail Games pour Cannes. Ça sort quand exactement en boutique? Alors ça sort un peu plus tard, ça va sortir dans 2 mois. Donc là c'est une exclusivité, on l'a sorti avant pour le montrer à Cannes et pour le montrer à tout le monde, en attendant la sortie dans 2 mois. Donc dans 2 mois, ça amène autour du 15 avril. Oui, par là, fin avril, à peu près. Et est-ce que tu peux m'expliquer le principe de jeu de Top 10? Alors, si je dis non, ça va être un peu court. Oui. Très bien. Donc oui, bien sûr. En plus, je suis là pour ça, un peu quand même. Et puis c'est toujours un plaisir de l'expliquer, donc c'est parfait. Alors, comment ça marche? C'est un jeu coopératif. Donc on va tous gagner ou tous perdre ensemble. Mais surtout, quoi qu'il arrive, on va surtout dire plein de bêtises. Plein de conneries même, parce que tant qu'à faire, on a même mis un gros mot sur la boîte, donc autant l'assumer. Pendant la partie, c'est ça qui est important. Le but, c'est de dire plein de bêtises et de s'amuser et de rigoler. Et la règle est extrêmement simple. Il y a 500 thèmes dans la boîte. On va en choisir un. Et une fois que ce thème est lu, ce thème, à chaque fois, il comporte une échelle du plus au moins. Par exemple, l'exemple qui est en dos de boîte, c'est vous avez un objet pendant le naufrage du Titanic, lequel, du moins utile au plus utile. Tous les joueurs vont répondre à cette question, vont tous apporter une réponse en fonction d'une carte numéro qu'ils ont, qui est secrète, entre 1 et 10. Chacun va regarder son petit numéro, et s'il a 1, va dire quelque chose de vraiment pas utile, comme une enclume ou un cheval mort, au choix. S'il a 10, quelque chose de très utile, qui peut être un hélicoptère, un bateau, une machine à voyager dans le temps, tout ce qu'il veut, qui juge utile. Et entre les deux, va falloir doser. Chaque joueur va faire sa réponse, et ensuite, un des joueurs, qui s'appelle le capitaine, va devoir retrouver l'ordre des réponses. Pas forcément le numéro, mais l'ordre des réponses. Donc il va dire, bon, je pense que l'enclume, c'est pas terrible, une casquette, ça sert pas à grand chose, une bouée, bon, c'est pas terrible, mais c'est quand même un petit peu mieux, et un hors-bord, bon, bah ça, c'est quand même pratique. Et voilà, tout le jeu est là. Il y a 500 thèmes très très variés. Il y a aussi des mimes, des bruitages, des actions qui permettent de varier, et beaucoup d'impro, de choses à raconter, qui permettent d'avoir des thèmes très variés, qui sont un support pour dire des bêtises. Pour donner un exemple, ici, j'ai mimé une dégustation d'un plat de peu épicé à très très épicé. Voilà, par exemple. Du coup, c'est du mime. Donc, c'est ça. Donc ça peut être. Ou alors, voilà. On a un qu'on aime beaucoup faire jouer en salon, c'est l'envie de faire pipi, mimé de pas du tout à très 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 pressant. C'est voilà, c'est bête mais ça marche. Donc une fois que le capitaine a résolu les choses, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a un scoring? Est-ce qu'il y a une évaluation finale? Est-ce qu'on change de capitaine plusieurs fois? Alors oui, même si bon le score, hein, on sait très bien que c'est pas ce qu'il y a de plus important dans le jeu, mais oui bien sûr. On a un joli petit tapis avec des petits jetons qui sont élégamment avec une licorne d'un côté et un caca de l'autre. Et ce qu'on n'a pas mis de caca dans Imagine, alors il a fallu à un moment qu'on s'y mette. Et on s'est dit que là c'était le jeu idéal. Il va y avoir autant de jetons que de joueurs qui vont être placés sur la licorne en début de partie. À chaque manche, il va y avoir 5 manches dans le jeu. À chaque manche, quand on va révéler les numéros, ils vont être placés ici au fur et à mesure, comme ça. Dès que un numéro va être plus petit que le précédent, c'est-à-dire qu'on ne les a pas classés dans l'ordre, hop, une licorne devient caca. On fait 5 manches comme ça. À chaque fois, le capitaine change, le thème change. On redistribue les numéros. À la fin des 5 manches, s'il reste des licornes, on a gagné. S'ils sont tous là, on a perdu. Extrêmement simple. Et voilà. Alors, est-ce qu'il y a une ou deux cartes dont tu voudrais absolument parler avec des thèmes délirants? C'est impossible de choisir. Il y en a 500 et enfin, on a plein de bons souvenirs. C'est un jeu,
Ça fait 1 an et demi qu'on le fait tourner en bar à jeux, en ludothèque, pour tester tous les thèmes. On tenait vraiment à ce que les thèmes soient tous drôles, apportent quelque chose de différent, qu'il n'y ait pas de doublons, qu'il n'y ait pas de trucs un peu proches pour qu'on ait l'impression d'avoir fait plusieurs fois le même thème. Donc on a plein de bons souvenirs de plein de thèmes. Là, je reviens du stand où on animait. Et alors, il y a quelque chose qui est très efficace. C'était faire le bruit d'un paix, du petit paix discret au paix très bruyant. Et en fait, c'est un thème où généralement les gens le lisent et disent ah, on va pas faire ça. Il y a toujours un petit couillon autour de la table qui fait bah moi je le choisis quand même. Et bah il pleurait de rire à la fin parce que c'est des choses qu'on fait pas tous les jours et qu'il y a des choses qui sont efficaces. Voilà. Mais il y a aussi des thèmes un peu plus culturels. Enfin, en tout cas, plus sérieux. Et il y a pas mal de thèmes qui vont être plus de l'impro, de déclarer votre flamme à votre voisin de gauche, il dira jamais oui, à direct il vous épose tout de suite. Donc voilà, faut trouver un petit peu les mots et voilà et du coup, enfin chacun est efficace dans son style. Il y a toujours un choix sur la carte, ce qui permet à ceux qui aiment bien aller vraiment dans le gros délire ou ceux qui préfèrent avoir des réponses un peu plus subtiles permettent de choisir ce qu'ils préfèrent au moment où ils jouent. Bah écoute, merci beaucoup Mike de nous avoir présenté Top 10, qui sort donc mi-avril, fin avril. Et ne nous quittez pas puisqu'on va se retrouver avec le big boss de Cocktail Games, Mathieu Despnous. Merci Mike. Merci à vous. Salut. Nous revoilà avec Mathieu Despnous, donc le big boss de Cocktail Games. Salut Mathieu. Salut. Alors, c'est un jeu dans lequel tu crois très fort. Tu nous disais avant l'interview de vouloir faire un lancement à l'américaine avec beaucoup de promotions. Mike nous a dit qu'il l'avait fait travailler pendant 1 an et demi avec toi, mais en ludothèque, en café-jeu. Donc, pourquoi cette envie sur ce jeu particulier et comment vous arrivez à ce produit fini? L'édition d'un jeu, c'est un peu de l'intime conviction, c'est-à-dire qu'on n'est jamais sûr, mais par moment, on se dit que ça pourrait marcher, et quand on pense que ça peut marcher, à ce moment-là, il faut s'en donner les moyens, parce que aujourd'hui, on est sur un marché compliqué, où il y a beaucoup de choses qui sortent, et l'idée, c'est de prendre la lumière à un moment donné, en fait, et de la laisser allumer, en fait. Et c'est notre objectif sur ce jeu, et on trouve que Cannes, c'est le bon endroit pour faire ça. C'est en faisant de l'affichage massif, en distribuant en fait des milliers d'échantillons, etc. Voilà, on a un jeu qui cartonne en test, voilà, qui s'est bonifié grâce aux équipes en fait avec le développement en fait, et on a plutôt des bons indicateurs sur ce jeu. Mais attention, hein, il faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, parce qu'on ne sait pas du tout comment ça va se passer. Celui qui nous fait vivre, c'est celui qui va dépenser 10, 15, 20 euros pour acheter ce jeu. Et ça, faut pas qu'on l'oublie, en fait. Hein, c'est vraiment très important. Et donc Cocktail Games, c'est une société qui commence à avoir son existence, on va dire, depuis un certain temps. On parlait à Parier Ludique tu parlais en fait de la longue traîne dont une société a besoin pour exister, du fait qu'un best-seller et un long-seller ne suffisent pas, qu'il en faille plus pour stabiliser les emplois. Est-ce qu'on peut parler du développement? Comment est-ce qu'on prend des risques? Parce que j'imagine que tu as pris des risques sur ce jeu. Alors, sur chaque jeu, il y a une prise de risque qui aujourd'hui est calculée et qui est moins importante que pour un nouvel entrant. C'est-à-dire que nous, on a des gammes, en fait, gamme jeu de poche, gamme slim, etc., où les boutiques nous suivent. C'est-à-dire que, bon an, mal an, on n'a pas trop collé des boutiques, et donc elles vont prendre généralement, en fait, presque l'intégralité en fait, de nos nouvelles sorties. Mais après, ce qui compte, en fait, c'est pas le premier achat, c'est le deuxième achat boutique. C'est-à-dire si le jeu en fait sort, à ce moment-là, en fait, il sera voilà. Mais sur chaque jeu, c'est pas une science exacte. Il y a une prise de risque. Comme tout le monde, on se plante en fait. Voilà, il faut que le ratio jeu qui fonctionne et jeu qui marche pas, en fait, ça soit quand même plus à la faveur des jeux qui marchent. Et on n'a pas d'immenses best-sellers, c'est-à-dire qu'on a des jeux qui se vendent à 30, 40 000 exemplaires, ce qui est déjà pas mal en fait. Mais on a des bons vendeurs, et c'est ceux-là qui nous font vivre. C'est des jeux dont on parle pas. C'est Chabyrinthe qui fait 30 000 exemplaires par an, c'est Killer Party qui fait 15 000 exemplaires par an, c'est Happy Hour qui fait à peu près le même volume, etc. Et on en a pas mal comme ça en fait. Et ça, c'est des jeux assez confortables, c'est-à-dire qu'on réhabille la mariée tous les 3-4 ans, en changeant un peu le look du jeu, etc.
Et voilà, et la société, elle repose sur ça. Elle repose pas sur des phénomènes médiatiques comme Casse-toi pauvre con, où on va faire un coup à un moment donné et on va vendre beaucoup de jeux. Voilà, nous, moi, ce que je veux comme chef d'entreprise, c'est je veux pouvoir dormir tranquillement le soir, pas me demander comment est-ce que je vais pouvoir payer les gens qui travaillent avec moi, etc. Et ça, c'est important que les gens se sentent bien aussi dans leur boulot, etc. Parce que moi, aujourd'hui, je fais juste... enfin, je suis une marionnette, en fait. Hein, c'est-à-dire que je fais plus grand-chose. Voilà, et l'équipe, en fait, c'est approprié le développement du jeu. Et ils sont extrêmement bons et très compétents. Et ça, c'est important aussi, en fait, que les gens se sentent... reconnus dans le boulot et appréciés pour ce qu'ils font, en fait. Hein, ça donne... voilà. Est-ce que tu penses qu'il y a des différences fondamentales entre le développement d'un party game et le développement d'un jeu un peu plus expert, disons d'un jeu dont la mécanique est l'attrait principal? Alors sur les jeux mécaniques, nous là on a signé un jeu qui s'appelle Happy City, qui est un petit jeu de gestion, etc. Où on fait beaucoup de tests, etc. Mais c'est moins notre ADN en fait que le party game. Là où on est très bon et où je pense qu'on est les meilleurs du marché, c'est sur les jeux à contenu, type Top 10, type Jetlag, etc. Où là il y a un vrai travail d'écriture qui nous plaît. Et alors souvent, on met un peu de côté les auteurs parce qu'on estime qu'on est meilleur qu'eux en fait pour faire ça. En fait, hein, ça peut être un peu vexatoire, mais c'est comme ça. Voilà. Après, sur du développement de jeux de gestion, etc. Enfin, gros jeux, etc. C'est vraiment pas notre truc en fait. Et puis, il faut avoir une ligne éditoriale, c'est-à-dire que la ligne Cocktail Games, c'est voilà. 2 minutes de jeu, 2 minutes de règles, 20 minutes de jeu, je pitch le jeu en 15 secondes, etc. Et pour nous, ça, c'est vraiment très, très important, en fait, de pas déroger à ça. On peut pas courir après 25 000 lièvres, en fait. Ce qui est important, c'est d'être lisible auprès du consommateur final. Voilà. Quand on achète un jeu Cocktail Game, on sait que ça sera un truc malin, on va pas se briser une neurone, en fait, et ça, c'est bien. Voilà, et on va pas aller nous dans tous les secteurs. Et par exemple pour les jeux pour enfants, où on est moins dans notre champ de compétences, qu'est-ce qu'on fait? Par le jeu de relations privilégiées avec des éditeurs américains ou autres, on va récupérer du perlimpinpin, du face de book, etc. En fait, voilà. Mais typiquement, on n'a pas vocation à développer des jeux pour enfants. Mais acheter des bons produits qu'on fait leur preuve à l'étranger, oui. Et comment est-ce qu'on travaille à l'export? Par exemple, est-ce que tu as déjà pensé à Top 10 pour l'export? Est-ce que tu as déjà commencé à le travailler? Est-ce que par exemple le titre était différent et que tu l'as changé pour qu'il corresponde à l'export, etc. Quelles sont les démarches de ce côté-là? Alors, soit on fait partie d'un grand groupe international et on veut avoir une marque en fait pour un jeu en fait la même dans tous les pays. Nous, on veut que notre distributeur export se sente à l'aise. Il va acheter des boîtes, il va prendre un risque parce que c'est un transfert du risque, hein, l'export. On va lui amener tous les outils pour bien faire. Alors, par exemple, je vais donner un exemple pour Imagine. Imagine, c'est un jeu qui est sorti dans, je sais plus, 16 ou 17 langues différentes. Donc, la langue de passage, c'est l'anglais. Et on va faire, en fait, on va réfléchir, en fait, sur le fait qu'il y ait un contenu qui soit à 70% international. Et les 30%, ça va permettre de personnaliser, en fait, dans le pays donné. Voilà, et on va amener des ressources en fait qui vont permettre aux gens de travailler. Enfin, je dis pas facilement, mais en tout cas plus rapidement que s'il y avait un contenu qui était approximatif. Voilà, et après aux distributeurs aussi de trouver les bonnes compétences sur place pour faire un développement correct. Et Top 10, c'est quelque chose qui est assez simple parce que bon an mal an, je pense qu'à 90% les thèmes peuvent être traduits. Un peu de personnalisation locale ne fait pas de mal. Voilà, par exemple, Imagine, là, on vient de sortir en fait au Québec une version en fait québécoise avec un référentiel en fait thématique québécois et ça c'est vraiment bien en fait et ça permet voilà de mieux toucher en fait le public local. Plus de wapiti et moins de camembert. C'est ça. Eh ben écoute, merci beaucoup Mathieu de nous avoir parlé de Cocktail Games, de comment tu voyais les choses. C'est toujours très intéressant et très cool de t'avoir à notre table. On se dit à bientôt sur ludovox.fr. Salut. Merci.